Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va et vous? Ça va, merci. Alors, je vais remplir une fiche de renseignement, d'accord, pour permettre d'avoir un aperçu de votre profil, d'accord? Et à la suite de ça, on rentrera dans le vif du sujet. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Parfait. Je vous écoute pour votre nom. Devon Sam. Très bien. Où est-ce que vous habitez, Sam? J'habite dans le 13e, à Paris. D'accord. Vous y vivez seul ou en famille? Je vis avec mon compagnon, mon conjoint. D'accord. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes à cette adresse? Ça fait 1 an et demi à peu près. D'accord. Bientôt 2 ans. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sam? Je suis en études de commerce et management, en fac. D'accord. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien, très bien. Vous faites quelque chose à côté de vos études? J'ai travaillé en tant que vendeuse dans des grands magasins pour payer les études. Très bien. Donc, Ok. Puis-je avoir votre date de naissance ainsi que votre âge? 09 04 1990. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez du coup 28 ans. C'est ça. Ok. Vous êtes de quelle origine, même si j'imagine bien que vous êtes française? Exact. Française. Ok. Est-ce que vous avez des enfants, Sam? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute auparavant? Non, aucun. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des antécédents au sein de votre famille? Non plus. Très bien. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs ou bien même anxiolytiques ou autres? Non, non. Rien de tout ça. Est-ce que vous avez déjà été à une période de votre vie en hôpital psychiatrique? Non plus. Pas eu d'internement. Ok. Est-ce que vous avez des addictions dans votre hygiène de vie, notamment cigarettes, alcool ou bien même stupéfiants? J'ai eu des addictions à la cigarette il y a quelques années, mais j'ai arrêté. D'accord, vous avez su J'ai su ralentir au point d'arrêter. ralentir au point d'arrêter. Très bien. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Sam? Parce que j'habite du coup avec mon copain et j'arrive pas à faire l'impasse sur le passé, sur des situations que j'ai vécues qui me hantent encore aujourd'hui, et j'arrive pas avec lui à lâcher prise, à le laisser vivre, entre guillemets, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'arrive pas à le laisser vivre? Dès qu'il a un petit peu de retard, dès il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans la journée, ça me stresse beaucoup et j'angoisse et je m'imagine le pire. Et au quotidien, c'est invivable. Autant pour lui Autant pour lui que pour moi. que pour vous. Il a été très compréhensif. Maintenant, ça va faire 2-3 ans qu'on est ensemble. Il a été très compréhensif au début. Et heureusement, il m'a aidé beaucoup là-dessus. Mais là, maintenant, c'est vrai que j'ai du mal. Lui n'est pas du tout étudiant, il a 34 ans. Il travaille dans les grands magasins, justement. Au Galeries Lafayette, il est manager. Du coup, il a une vie autre. Et c'est vrai que c'est assez complexe. Au quotidien, c'est dur. Donc si je comprends, aujourd'hui, il y a des réactions qui sont les conséquences juste d'un traumatisme qui n'a pas été digéré. Ouais. Est-ce que vous voulez me parler de ce traumatisme? Bien sûr. J'ai vécu l'infidélité 2 fois. D'accord. Première fois au lycée, avec du coup mon premier copain. Donc première fois qu'on fait vraiment confiance à quelqu'un, première fois qu'il y a ce lien d'aimer la personne comme jamais. Tout se passait bien, on a été ensemble pendant 1 an, toute mon année de première. Et c'est vrai qu'à la fin du premier bac qu'on passait en première, je l'ai retrouvé pendant une soirée dans le lit d'une autre nana, de la nana qui nous recevait justement en soirée, qui était une de mes potes de classe. Et en fait, je suis montée à l'étage pour aller récupérer des affaires, justement mon paquet de clopes. Et en ouvrant la porte, je suis tombée sur eux deux, à moitié à poil, à Califourchon.
Comment vous avez réagi sur le coup? J'imagine que c'était choquant pour vous. Sur le coup, j'ai été en bug pendant 10 secondes. J'ai claqué la porte et j'ai fui. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et j'ai pleuré. Et j'ai attendu plusieurs jours avant de reprendre contact avec lui, avant de répondre à ses SMS, autant à lui qu'à elle. Parce qu'entre-temps, ils ont cherché à rentrer en contact avec vous. Entre-temps, oui, ils m'ont appelé. Parce que, bon, tous les deux? Quand j'ai ouvert la porte, ils ont compris? S'était passé quelque chose? C'est ça. Je les ai un peu stoppés en plein acte. Et eux ont essayé de rentrer en contact avec moi, de m'appeler, d'envoyer des SMS, de savoir comment j'allais. C'est plein de SMS d'excuses. Mais tu fais que je comprenne l'alcool, la soirée, la situation. Donc voilà. Après, je suis rentrée en contact du coup avec mon ex pour aller récupérer des affaires qu'il avait chez lui. Je suis allée le voir. Il s'est excusé en disant que ce n'était qu'une fois, c'était la première fois que ça lui arrivait, qu'il avait bu, que du coup voilà, il savait plus trop ce qu'il faisait, que tout ça. Donc c'est vrai que ça a été sur le coup, je l'ai écouté, j'ai rien dit, j'ai pris mes affaires et il a essayé de me retenir et tout, mais je l'ai stop, je suis partie. C'était trop intense émotionnellement pour vous? Émotionnellement, c'est horrible. Parce que c'était quelqu'un en qui j'avais une entière confiance, avec qui on était en train de construire quelque chose, parce que il partait lui aussi vous voulez faire du commerce. On pensait aller dans la même fac pour pas être trop loin, pour aussi pas être trop loin de notre famille, tout ça. Et puis vivre à deux, parce que ça allait être plus simple d'avoir un appart à deux que tout seul. Il y avait des projets communs. Il y avait des projets communs, et c'est vrai que ça a été du jour au lendemain tout balayé, quoi. Une rupture totale. Ça a été très dur, très... Et qu'est-ce qui a suivi après cette rupture du coup? Comment vous avez fait pour remonter la pente, si vous l'avez fait? Alors je me suis au début enfermée dans ma chambre pendant des semaines et des semaines. D'accord. J'ai eu mes parents qui étaient là, heureusement, avec moi, qui m'ont aidé à remonter la pente. Mais ça a pas été... ça s'est pas fait tout de suite. Parce que du fait d'être dans le même lycée, donc de les voir autant l'un que l'autre tous les jours pendant la dernière année. Ça a ravivé quelque chose? Ça a ravivé tous les jours. Dès que j'ai croisé, il y avait cette image de ensemble. Et c'était assez... ça passait pas en fait. Au quotidien, c'était lourd à les voir, se rappeler et essayer de ne pas replonger, de ne pas se remettre à se morfondre. Et les études, essayer de passer le bac, de l'avoir, tout ça. C'était assez complexe. Vous étiez en permanence renvoyé au fait de revivre l'événement. Oui. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que vous êtes resté sans réponse. Vous aviez des questions anxiogènes? J'avais des questions de savoir pourquoi, comment ça s'était passé. Pourquoi me trahir comme ça. Parce que je trouvais rien de moi, ce que j'avais fait, qui pouvait peut-être lui poser des questions de est-ce que moi aussi je le trahissais, je le trompais ou quoi. Mais c'est vrai que je trouvais rien de ce côté-là. Je lui posais des questions, mais à chaque fois ce qu'il me disait c'était le coup de la soirée, on avait bu, on était voilà, ça s'est passé. La réponse n'était pas satisfaisante? Non. Non. Pour moi non. Pour vous non. C'est pas quelque chose l'alcool ok, la soirée, ok, mais tu fais pas ça comme ça. C'est pas possible. Est-ce que vous avez réussi à pardonner cette infidélité? Non. Non. Je vais pas pardonner du tout. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, non. J'ai plus aucun contact avec lui. Il est quelque part en France, fait ses études, fait sa vie, et c'est tout. D'accord. Et le deuxième événement, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Un deuxième événement, après mon bac, je suis allée en DUT à Bourges, à côté de chez moi. D'accord. Pour rester près de mes parents, tout ça. Est-ce que c'est stratégique comme choix? Oui, c'était stratégique, comme ça je rentrais tous les week-ends. J'avais, au lieu d'avoir un projet de partir avec ce gars-là et être loin d'eux, au moins comme ça j'étais près de ma famille, je pouvais profiter d'eux, voir grandir mon frère aussi.
Et voilà, je rentrais tous les week-ends, j'étais là avec eux. C'était mieux parce que j'avais peur de partir loin et de me sentir vraiment seule et de replonger là-dedans, de s'enfermer, de lâcher les études, tout ça. Parce que c'est vrai que le bac, je l'ai eu petit. J'ai eu petit. C'était difficile. Ouais. D'accord. Ensuite, comment les choses ont évolué? Vous avez réussi à remonter la pente, j'imagine, avec cet environnement sain? Ouais, j'ai réussi. Mes parents ont beaucoup été là pour moi. Très bien. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mon petit frère aussi. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Ma première année de DUT a été assez complexe. Ça a été un autre mode de vie à prendre. Donc c'est vrai que ma première année de DUT, ça a été un test. Je l'ai repassé. J'ai fait un DUT sur 3 ans. Et après, je suis partie en fac de commerce et management sur Paris. J'ai rencontré quelqu'un au DUT avec qui je m'entendais très bien, un garçon avec qui ça se passait très très bien. On a été très potes. On s'est mis en coloc sur Paris, on allait dans la même fac. Et du coup, sur Paris, tous les deux, on a commencé à se côtoyer un peu plus, à sortir ensemble. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai compris que je pouvais refaire confiance à quelqu'un. C'est intéressant. Que c'était pas voilà, je pouvais revivre ça sans être très après. Sauf qu'au bout de 2 ans, j'ai retrouvé. Je me suis rendu compte que il côtoyait quelqu'un depuis plus longtemps. Et en fait, j'ai été 3 ans avec lui, on a habité ensemble. Et j'ai découvert au fur et à mesure qu'il côtoyait quelqu'un à côté, une autre femme, et qu'il a couché avec cette femme-là, et qu'elle est tombée très rapidement enceinte. Donc voilà. Comment vous avez fait pour découvrir cette information quand même, j'imagine, très douloureuse? J'ai noté quelque chose dans son comportement. Du jour au lendemain, il a été très, très stressé, assez distant avec moi. Et il a changé. C'est ça. Pendant quelques semaines, il a été assez distant. Puis il est revenu comme si de rien n'était, mais il était toujours stressé à vérifier son portable. Enfin, c'était assez... c'était pas lui, quoi. Des comportements qui ne lui ressemblent pas. C'est ça. C'était pas lui du tout. Et du coup, un jour, j'ai eu son portable sous la main. Je sais plus ce qu'il faisait, il devait cuisiner ou être sous la douche, sûrement. Et j'ai eu son portable sous la main qui a vibré. Et c'était noté réponds-moi, faut que je sache si je le garde ou pas. Et là, j'ai pas compris. J'ai ouvert son portable. Et j'ai regardé les conversations avec cette fameuse femme. Et j'ai vu que ça remontait à des mois et des mois. Et qu'en fait, il l'a côtoyée depuis presque toujours. Que c'était une de ses amies. Qu'ils avaient déjà passé à l'acte ensemble. Et que finalement, ils n'étaient pas sortis ensemble. Qu'ils s'étaient perdus de vue. Et que là, elle était revenue dans sa vie pendant qu'il était avec moi. Et que par un malheureux hasard, ils ont couché ensemble plusieurs fois, et qu'elle est tombée enceinte. Et du coup, elle voulait savoir si elle avortait ou pas, s'il me quittait ou pas. Et là, j'ai pété un câble. Comment vous avez réagi sur le coup? Je suis allée le voir, et je lui ai balancé le portable à la gueule, et je lui ai demandé qu'il m'explique. En pleine douche? En pleine douche, ouais. Ouais, en pleine douche. Je suis allée le voir, en pleine douche. Il avait fini sa douche, il était en train de se sécher. Et j'ai claqué la porte et j'ai fait explique-moi. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Enfin, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que toi tu fasses ça? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi poser des questions en lien avec qu'est-ce que vous auriez fait de mal pour avoir droit à cette infidélité? Parce que c'était la 2e fois et je me suis dit c'était finalement moi qui ai un problème. Et pas l'auteur des faits. Je sais pas, ça a été posé comme ça, c'est vrai que je me pose des questions. Quel genre de questions?
bah, est-ce qu'effectivement c'est pas plutôt eux et que je suis tombée que sur deux cons et que ça s'est passé comme ça et voilà. Bah oui, pourquoi ça serait vous la problématique? Ça a été les premières questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que encore une fois ça m'arrive? Est-ce que ça a été de ma faute? Est-ce que moi je lui ai montré quelque chose qui fait qu'il ait eu envie d'aller ailleurs? Voilà, c'était ça. C'est dans ce sens-là. Ouais. Et à la suite de la découverte de cette infidélité, comment les choses ont-elles évolué? À la suite de ça, on s'est beaucoup pris la tête par rapport à ça. D'accord. Beaucoup de conflits? Beaucoup de conflits. On s'est notamment balancé des choses dans la tête, on en est venu aux mains D'accord. plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'on a continué. Elle a avorté. D'accord. Elle a su que vous étiez là? Elle a su que vous saviez tout? Elle savait qu'il était avec moi. Oui, elle savait très bien. Et lui a dit non. Je reste avec elle, toi non. C'était une erreur. Donc on a continué tous les deux pendant plusieurs mois, presque un an. Et en fait, on n'a pas réussi à garder ça. Est-ce que vous aviez pardonné? J'avais pas pardonné, mais c'était une personne qui m'avait beaucoup aidé à sortir justement de mon premier... de votre premier état de souffrance? Pendant le DUT et tout, ça m'a beaucoup aidé de l'avoir avec moi. Pour les études, c'est énormément soutenu. Et je concevais pas que ça s'arrête comme ça. C'est pas possible. J'ai pas pardonné, mais je suis passée outre. Il a su se faire pardonner, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui restait quand même... En surface, il s'est fait pardonner. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment cette relation s'est-elle terminée du coup? Bah, on n'arrivait pas à avancer tous les deux. On s'engueulait H24. La relation est devenue dysfonctionnelle, voire toxique. Très toxique. Pour rien. On s'embrouillait pour rien. Un couteau pas mis dans la vaisselle, le ménage qui est pas bien fait. Enfin, on s'embrouillait vraiment pour rien, quoi. Et on a fini par parler et à se dire ça suffit. Depuis ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui s'est brisé et on a essayé de continuer, mais ça s'est pas fait, quoi. Et là, c'était au revoir. Donc on s'est séparés. Et pareil, c'est quelqu'un dont j'ai aucune nouvelle, qui fait sa vie. Et voilà, c'est comme ça. Comment vous avez rencontré votre partenaire actuel? Mon partenaire, j'ai rencontré au travail. On était collègues au début, parce que lui aussi sortait d'études et travaillait en tant que vendeur en grand magasin. Et en fait, lui a eu un autre poste, plus élevé. Et à partir de là, on a commencé à se côtoyer. Plus on est devenus amis, très proches, et puis on est devenus ensemble, finalement. Très bien. Ensemble. Donc au niveau du boulot, ça a été lui étant plus haut gradé que moi. On travaillait pas du tout sur la même branche, pas du tout au même moment. D'accord. Donc voilà, on travaille de toute façon, ils le savaient. Ils l'ont vu et on a conçu des emplois du temps très différents. Donc voilà, ça s'est fait. On a pris un appartement ensemble au bout de 2 ans de relation. Et voilà, maintenant c'est devenu complexe. C'est quelque chose qui... Il sait ce que j'ai vécu par le passé, mes relations, il le sait très bien. J'ai mis du temps avant de refaire confiance à quelqu'un. Et je suis passée par énormément de crises de panique. Dès le début de la relation? Dès le début de la relation et même avant qu'on a commencé, même rien, le fait d'être juste amis et qu'il y ait ce flirt-là, ce petit plus entre nous, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et ça s'est accentué quand on a pris un appartement tous les deux. Est-ce que vous savez, ces crises d'angoisse, quelles sont les émotions déclencheurs qui conduisent à cette crise d'angoisse? À ces crises d'angoisse? C'est l'impression d'un trop-plein, d'être toujours en contrôle pour justement pas ressentir ça.
C'est une boule dans la gorge, une boule dans l'estomac, l'impression de suffoquer. J'arrive plus à respirer quand c'est comme ça, ça m'oppresse. Le cœur qui s'accélère. Le cœur qui s'accélère, une pression sur la poitrine atroce. Et ça peut durer des heures avant que j'arrive à sortir de ça. Et je sors de ça par surtout le biais des larmes et suffoquer. Quelles sont les pensées quelles sont les pensées intrusives qui se présentent à vous juste avant ces crises d'angoisse? C'est surtout, est-ce que ça va encore arriver? Qu'est-ce qui va encore arriver? Est-ce que je vais encore me faire tromper? D'accord. Est-ce que je peux lui faire confiance à 100%? Est-ce qu'il va partir du jour au lendemain? Est-ce qu'il va m'abandonner comme les autres l'ont fait? Beaucoup de peur. Ouais. En lien avec la peur de l'abandon ou le stress post-traumatique lié à ces deux événements. Peut-être. Pourquoi peut-être? Est-ce qu'on est dans le contexte où vous revivez l'événement? Ouais. Émotionnellement en tout cas? Ouais. Est-ce qu'on est dans le contexte où vous avez des conduites d'évitement? Un peu, ouais, c'est possible. Comment ça se manifeste ça? Dès qu'il a une réunion, dès qu'il a des rendez-vous ou quoi, j'essaie toujours de savoir à l'heure précise où il va rentrer. Il m'envoie des messages quand il part, quand il prend les transports, tout ça. Calculer pour lui son chemin? C'est ça. Pour être sûr qu'il rentre, en fait. Être dans une forme d'hyper-vigilance. Ouais. Hyper contrôle tout le temps. Et c'est pour ça qu'au quotidien, c'est devenu assez lourd parce que, au début, évidemment, on se dit toujours qu'on rentre, qu'on fait les trajets. Mais après qu'il y ait une routine qui s'installe, tout ça, on va pas forcément envoyer des messages pour dire je rentre à telle heure, voilà, je suis dans le métro, tout va bien, tout ça. Donc c'est vrai que ça s'est assez installé assez vite d'être sûr qu'il rentre à cette heure-là, d'être sûr que c'est cette réunion-là, qu'il est là, à cet endroit-là. Ouais. Est-ce que vous savez que là, on parle de stress post-traumatique, de peur de l'abandon, et peut-être même une peur de l'abandon en lien avec la dépendance affective? C'est vrai que je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais là, d'en parler, oui. Ça paraît logique. Ça paraît effectivement logique. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer une thérapie comportementale et cognitive qui va vous amener à comprendre comment ces attitudes se manifestent et comment travailler toutes les deux ensemble pour avoir un comportement ou des pensées alternatives de par des modalités de pensée et donc des modalités de réaction. D'accord? Et dans la continuité de la thérapie, on pourra peut-être inclure votre partenaire pour l'amener lui aussi à comprendre la situation et mieux vous accompagner sans forcément avoir besoin d'être là en permanence pour vous rassurer. Okay. Parce que concrètement, ce que vous demandez, vous, en permanence, c'est d'être rassuré. C'est ça. Okay. Est-ce que vous avez des questions, Sam? Okay. Comment vous vous sentez à la fin de cette séance? Ça va. Ça fait du bien de mettre effectivement des mots sur ce qui se passe vraiment. Et... C'est vrai? Sur quelle perspective vous êtes là, du coup? Au fait d'avoir mis des mots sur tout ça. Ça fait du bien. Et de savoir qu'il y a une solution. Que ça ne va pas forcément recommencer. Est-ce que dans ces solutions, vous pensez que le pardon de ces deux partenaires peut être intéressant pour vous? Le pardon dirigé vers ces deux personnes qui vous ont fait tant de mal? Peut-être. Ça peut peut-être passer par là, parce que c'est vrai que ça fait un moment maintenant. 10 ans pour le premier même. Et c'est pas normal. C'est quoi qui n'est pas normal? D'être encore là-dedans et que ça soit encore aussi proche de moi alors que ça fait si longtemps.
Est-ce qu'il y a une normalité qui existe par rapport à ça, sachant que vous n'avez pas réellement mis de mots sur tout ça depuis, vous n'avez pas été prise en charge, ni accompagnée non plus, sur travailler sur tous ces mots de souffrance? D'accord. En tout cas, moi, je me ferai un véritable plaisir de vous accompagner sur cet état de stress post-traumatique, mais aussi sur cette peur de l'abandon. Ça vous va? Ça me va. Moi, je vous dis à tout de suite pour une thérapie qui commence. À bientôt, Sam. À bientôt.